Bonjour chers amis auditeurs d'Omerta, merci de nous retrouver pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui nous allons traiter de l'actualité de la nuit qui vient de s'achever, de la matinée, c'est la victoire de Donald Trump. Et aujourd'hui pour m'accompagner dans cet entretien, j'ai le plaisir de recevoir Madame Béatrice Rosen. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous avez un podcast qui s'appelle La vie en Rosen. Vous avez également une chaîne YouTube. J'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à s'abonner à cette chaîne YouTube parce que le contenu est excellent et comme sur Omerta, vous traiter de problématiques, de sujets interdits, de sujets tabous dans la plupart des médias mainstream. Et vous êtes actrice franco-américaine. Vous avez longtemps vécu et travaillé aux États-Unis. Et donc, on va analyser ensemble cette élection de Donald Trump. Vous avez vécu cette nuit électorale puisque vous étiez invité d'Éric Morillo. Est-ce que, quand les résultats sont tombés, et qu'il a été évident que Donald Trump remportait cette élection, est-ce que vous avez été surpris par ce résultat? Alors déjà, on a été surpris que les résultats tombent aussi vite parce qu'il y avait la menace, la possibilité, le risque que l'élection se passe sur plusieurs jours, le décompte se passe sur plusieurs jours. Et en fait, la seule solution pour que ce soit rapide, c'était une avance d'un des deux candidats, une avance vraiment très tranchée et une grosse avance. Et ça a été le cas et on ne s'y attendait pas parce qu'évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les médias, les experts, les sondages, j'ai envie de dire comme d'habitude, se sont trompés. Je ne parle pas des médias alternatifs sur Internet qui, eux, ont plus senti la tendance de la réalité, qui sont plus connectés à la réalité. Mais les médias mainstream, les sondages, que ce soit en France, aux États-Unis, partout, tout le monde s'est trompé. Les experts en expertise qu'on voit sur tous les plateaux ont raconté n'importe quoi. Et encore une fois, j'ai envie de dire, comme dans toutes les crises récentes, que ce soit sur l'économie, sur la crise sanitaire, sur la guerre, sur toutes les crises, ces gens se trompent tout le temps et ça pose vraiment la question de leur crédibilité, donc de leur légitimité. C'est la troisième campagne électorale de Donald Trump. La première, c'était 2016, une victoire, mais finalement assez courte. La deuxième, 2020, la défaite. Et finalement, ce retour comme un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Qu'est-ce qui fait que cette troisième campagne électorale est finalement la plus brillante et que cette victoire, elle est, je dirais, éclatante et beaucoup plus large qu'en 2016? Alors déjà, sur la forme, c'est vraiment la victoire à l'américaine. C'est le, comme on dit en anglais, le underdog, celui sur lequel on parie rien, le paria qui revient. Ça fait penser un petit peu au film de Rocky. Il perd, il s'entraîne, personne ne veut miser rien sur lui, et puis tout d'un coup, il revient et il défonce tout. Et donc ça, c'est sur la forme. Sur le fond, il faut savoir qu'il a été président pendant 4 ans. Donc il a eu un bilan, que ce soit en politique nationale et en politique internationale. Donc les gens ne sont pas amnésiques, ils ont le bilan, ils se rappellent de comment ils ont vécu pendant 4 ans. Ensuite, il y a eu 4 ans de Joe Biden et là aussi, il y a un bilan. Donc les gens ont pu concrètement faire la différence. Et donc si aujourd'hui l'Amérique vote massivement, parce que c'est donc une large victoire pour que la victoire ait été annoncée aussi rapidement, on a eu la victoire finale annoncée officiellement, pas dans la nuit, mais en fin de matinée, parce que c'est une fois seulement qu'il dépasse les 270 grands électeurs sur 538. Donc ça prend un petit peu de temps le dépouillement, surtout avec le décalage horaire entre la côte Est et la côte Ouest. Mais donc voilà, c'était une large victoire et les gens ont voté sur les bilans, sur leur vie quotidienne. Les gens en France critiquent le vote des Américains. Déjà, c'est un peuple souverain qui vote pour qui il veut, que ce soit qui vote pour les démocrates ou les républicains. C'est un peuple qui est libre et donc voilà, les Français ou d'autres pays n'ont pas à juger le vote d'un pays souverain et ils ont voté selon leur vie quotidienne avec les 4 années précédentes en faisant le bilan des deux expériences en fait, je pense. On se souvient qu'en 2020, il y avait déjà du Trump bashing de la part des démocrates, mais qu'il y a beaucoup d'électeurs traditionnellement républicains qui n'ont pas été votés. Et puis, de l'autre côté, il y avait vraiment une mobilisation du camp démocrate. Et aujourd'hui, on a l'impression que les électeurs qui ont laissé les républicains qui ont laissé Biden passer parce qu'ils ne se sont pas suffisamment mobilisés, se sont remobilisés, et qu'il y a une partie de l'électorat démocrate
qui est passé, qui a voté Trump. Est-ce que c'est la réalité? Oui, c'est ça. Alors, non seulement le champ politique a été complètement bouleversé, quand même assez, ces dernières, peut-être cette dernière dizaine d'années, où finalement, là, on a vu une Kamala Harris qui était soutenue par d'anciennes figures emblématiques républicaines comme George Bush, Dick Cheney, qui étaient à l'époque totalement, diamétralement opposés aux démocrates. Et là, ils se sont ralliés à la candidate démocrate. Et à l'inverse, on a vu des démocrates historiques comme Tulsi Gabbard ou Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy qui a été démocrate toute sa vie, des figures d'entrepreneurs comme Elon Musk de la Silicon Valley, alors que souvent la Silicon Valley est beaucoup plus démocrate que républicain. Ils ont tous soutenu Trump. Donc en fait, le champ politique s'est inversé et effectivement, il faut savoir que Kamala Harris, ça n'a pas été tellement dit dans les médias français, mais Kamala Harris n'était pas aimée du tout pendant le mandat de Joe Biden. Pour quelle raison ? En fait, elle a été totalement mise à l'écart. Elle avait une réputation d'être très mauvaise en interview, de raconter n'importe quoi. En plus, la présidence lui avait confié le dossier de l'immigration et de la frontière sud des États-Unis, et ça a été un fiasco. Et l'immigration illégale a explosé pendant le mandat de Joe Biden. Et donc, en fait, non seulement elle-même n'était pas une personnalité populaire et elle était plutôt cachée, placardisée pendant 4 ans. Ils l'ont ressortie juste à la fin en panique pour remplacer Joe Biden et ils ont essayé de lancer une dynamique. Mais finalement, la dynamique n'a pas vraiment pris. Donc elle n'était pas populaire et en plus elle avait un bilan qui était assez compliqué et la campagne qu'elle a faite finalement a été faite, parce que moi j'ai suivi vraiment les interviews qu'elle faisait, etc. Et j'étais étonnée, elle ne parlait absolument pas de son programme. Elle était uniquement sur une attaque ad hominem de Donald Trump. Donc en fait, c'était creux. Ça m'a fait penser un petit peu à la campagne deuxième mandat d'Emmanuel Macron, où finalement, toute la campagne a été faite sur la diabolisation de l'adversaire et pas du tout sur un vrai programme et des vrais points. Voilà, je pense que c'est le bilan à tirer de cette campagne. Alors il y a un autre bilan, c'est une autre analyse à faire, c'est celle du rôle des médias dans cette campagne électorale, puisque Kamala Harris était soutenue quasiment par l'ensemble des médias mainstream américains, y compris aussi par la Jet Set. On a vu Katy Perry ou Lady Gaga et d'autres venir dans une espèce de show assez vulgaire d'ailleurs, essayer de sauver le soldat Harris. Et en face, Donald Trump, et vous l'avez dit, qui a certes pu compter sur l'appui d'Elon Musk, mais pas seulement. Comment vous analysez le rôle des médias mainstream et des médias alternatifs dans la défaite d'Harris et dans la victoire de Trump? Je pense qu'en fait, c'était totalement contre-productif ce qu'ils ont fait. Ils ont monopolisé des stars d'Hollywood qui sont par ailleurs très populaires, comme Taylor Swift, Beyoncé, Jennifer Lopez. En plus, Jennifer Lopez, c'était un peu un faux pas, parce qu'on sait très bien avec l'affaire Puff Daddy qui est en train d'exploser. Jennifer Lopez a failli se marier avec Puff Daddy. Elle était même impliquée de près ou de loin dans une histoire de shooting dans une boîte de nuit, avec lui. Elle-même n'a pas prévenu ni l'entourage, ni les États-Unis du danger potentiel que pouvait représenter son ex-petite amie. Et tout d'un coup, on la voit sortant d'un jet privé sur Instagram. Et puis le lendemain, elle vient dire aux gens qui galèrent, qui ont 3 jobs aux États-Unis et aucune aide sociale, comment voter. Donc c'est contre-productif au bout d'un moment. Il y a une espèce de mépris quand Joe Biden aussi a dit à la télévision récemment, en fin de campagne, que les supporters de Trump étaient des ordures. Littéralement, il a dit ça. Et donc, tout ça, ça prouve qu'en fait, ils méprisent la population. Ils ne comprennent pas les problèmes des gens. Ils sont dans une posture condescendante de mépris et de jugement, au lieu d'être dans une posture de rassemblement, d'être proactif. Et à l'inverse, Donald Trump a fait une campagne, évidemment, sur la communication, à mon avis, très habile. C'est-à-dire qu'il a récupéré tous les faux pas
de l'adversaire pour en faire une force. Donc l'histoire des ordures, il a sorti le camion poubelle et il était tout à fait relax, sans aucun mépris, pour faire la tournée des poubelles avec des éboueurs, tout en étant sympathique avec eux. Il est allé bosser au McDo, une demi-journée, c'est pour la communication, mais il a repris le faux pas de Kamala Harris qui avait dit qu'elle avait travaillé au McDo, puis finalement, il y a eu un peu un rétropédalage, on ne sait pas trop si elle a vraiment travaillé là-bas ou pas. Donc, il a vraiment été habile dans sa communication. Et il y a eu l'histoire aussi, les derniers jours de l'écureuil qui a été euthanasié. Ça paraît aussi anecdotique, mais ça montrait vraiment les penchants des nouveaux démocrates, du nouveau courant démocrate, à rentrer chez les gens et imposer et à retirer les libertés des gens. Et ça, la propriété privée, la liberté pour les Américains, c'est vraiment ultra, ultra sacré. Et donc ça aussi, ça a été un faux pas de la part des démocrates. Est-ce que Kamala Harris ne paye pas aussi, la radicalisation du Parti démocrate sur certaines thématiques woke? On parle beaucoup du wokisme là, depuis 24 heures. Le premier sénateur trans a été d'ailleurs élu dans l'État du Delaware, évidemment démocrate. Quelle est la part du wokisme dans cette élection et est-ce que c'est pas ce qui finalement a fait perdre la candidate Harris? Bon, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que d'abord, ce qui a fait gagner Donald Trump, à mon avis, c'est plus le volet économique que le volet sociétal. Les gens... l'inflation est terrible aux États-Unis et aux États-Unis, il faut comprendre, et ce que souvent les Français ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Les gens travaillent, triment, parfois ils ont 2 jobs, quand c'est pas 3, ils travaillent même parfois très âgés parce qu'il n'y a pas d'aide sociale. Et donc pour eux, l'économie, c'est tout. C'est vraiment leur vie, ils misent leur chemise dans leur travail. La non-augmentation des salaires, pour eux, c'est une catastrophe. L'inflation, c'est une catastrophe. Pouvoir se soigner, etc. C'est pas comme en France, il n'y a pas d'aide sociale. Quand on est au chômage, on n'a rien. On est à la rue si on ne peut pas payer ses factures. Et puis, c'est pas comme en France avec la trêve hivernale pour pas être expulsé de son logement. Là-bas, c'est du jour au lendemain. On peut perdre un job, on peut perdre sa maison. Et donc, il y a cette urgence à survivre. Et donc, je pense que ça, vraiment, c'est pas assez expliqué sur la culture américaine. C'est pas parce qu'on voit 3 séries américaines à la télé française que la culture est la même et que les gens vivent de la même façon et ont les mêmes problématiques. Et vraiment, il faut arrêter d'être dans le jugement des Américains et plus être dans essayer de comprendre quelle est leur vie quotidienne. En tout cas, pas la vie quotidienne des riches, mais la vie quotidienne de la classe moyenne et les classes populaires. Ensuite, sur le wokisme, effectivement, depuis que le courant woke a commencé, il a un peu pris en otage le Parti démocrate et l'a entraîné totalement vers l'extrême gauche, si vous voulez. Avant, les démocrates étaient beaucoup plus centristes comme façon de penser et les démocrates traditionnels dont Robert Kennedy faisait partie, et donc c'est pour ça qu'il a quitté récemment le Parti démocrate, c'était un parti qui était pour la justice sociale, mais qui était pour la liberté, qui était contre la censure, qui était typiquement beaucoup plus conservatrice et puritaine. C'était pour l'émancipation, contre la guerre, pour la diplomatie, enfin voilà, toutes ces valeurs-là, finalement, les démocrates ont abandonné ces valeurs-là et ont été récupérées par les wokistes. Et donc, ils ont laissé le champ libre à quelqu'un comme Donald Trump, qui est républicain et qui est évidemment issu du Parti républicain là, mais qui est un ancien démocrate, qui n'a pas eu une vie typique de républicain. Alors justement, Trump, on le sait, il dénonce depuis longtemps l'État profond, qui lui a d'ailleurs en partie fait payer je dirais, sa résistance. C'est en même temps quelqu'un qui a un parcours, vous venez de le dire, totalement atypique, et puis qui a là 2 instruments, et c'est aussi une donnée de cette élection, c'est-à-dire que le Congrès et le Sénat sont très largement, d'ailleurs pour le Sénat, républicains. Donc théoriquement, il peut faire strictement ce qu'il veut.
Oui, là, donc ça montre à quel point vraiment cette élection a été une victoire pour le camp républicain. C'est que non seulement le Sénat est passé républicain. Et donc, il a, oui, toutes les cartes en main. Maintenant, alors, ça lui met une pression, c'est-à-dire que maintenant, il va falloir ne pas décevoir. Il va falloir deliver, comme on dit en anglais. Il va falloir maintenant montrer que ça valait la peine, que les gens lui aient fait confiance une deuxième fois. Et il va falloir, il y a du pain sur la planche, vraiment, parce qu'aussi le monde a changé, la géopolitique a changé depuis son autre mandat, puisque entre-temps, il y a eu 4 ans de Joe Biden. Donc maintenant, il va falloir ne pas décevoir, mais il a une équipe quand même de choc entre Robert Kennedy, qui va mettre sur les questions de santé, parce qu'il y a un gros problème de maladies chroniques aux États-Unis, qui empiète évidemment sur les problèmes économiques, parce que les gens doivent se soigner. Il y a une baisse de l'espérance de vie. Les maladies chroniques sont un vrai problème de santé publique et même un problème national là-bas. C'est terrible. Donc ça, Elon Musk, qui va normalement rentrer au gouvernement, à qui Donald Trump doit beaucoup pour cette élection. Donc oui, il va falloir qu'il montre que maintenant, c'est le moment de l'action. On sait qu'il avait contesté en 2020, dans un premier temps, les résultats électoraux. Il y avait un aspect un peu revanche sur Joe Biden, bon, maintenant sur Kamala Harris, sur les démocrates, sur l'État profond. Est-ce que vous pourriez expliquer aussi la dimension un peu, au-delà de la revanche, la dimension positive, c'est-à-dire quelles sont les priorités de Trump pour l'Amérique ? Alors, sur le côté revanche, c'est vrai que c'est un argument qui a été beaucoup utilisé, même je regardais CNN hier, par le camp démocrate en disant il est dans la revanche, il n'est pas pour l'Amérique, en fait, il n'a pas de projet, sa seule volonté. Moi, je pense que c'est un faux procès. En plus, son speech, quand il a été élu, on peut l'aimer, ne pas l'aimer, c'est pas le problème. On veut un leader qui fasse du bien au pays, au final. Donc, son discours, quand il a acté sa victoire, ça n'a pas été sur le ton de la revanche. Il n'a pas invectivé Kamala Harris, d'ailleurs, il ne l'a même pas mentionné, il me semble. Et il a été dans un discours vraiment de rassemblement, d'unité et de redonner de l'espoir aux gens. C'est vraiment important. Je pense que les gens, on a vécu des temps au niveau international et partout, on a vécu des moments vraiment déprimants, durs, économiquement, mais aussi à tous les niveaux. Donc le moral est bas et il a voulu, je pense, essayer de faire un discours pacificateur et d'unité et de rassemblement et surtout d'espoir en disant on va relever ce pays, on va retrousser les manches, et on va relever ce pays et là vraiment donner de l'espoir dans son discours. Après, les gens lui font aussi beaucoup de procès sur la vulgarité. C'est vrai, c'est quelqu'un de tout à fait vulgaire, exactement. Mais j'ai envie de dire aux gens en France, et chez nous, ils ne sont pas vulgaires. À l'Assemblée nationale, quand ils font des doigts d'honneur, certains des saluts nazis même dans l'hémicycle, qu'ils s'invectivent, on dirait ils font pour faire du buzz tous les jours. On voit Monsieur Macron qui emmène en délégation bling-bling avec 4 avions des repris de justice qui ont défoncé pour l'un la tête de son collègue à coups de casque. Est-ce que c'est pas vulgaire, ça ? Donc, bon, le procès en vulgarité, on peut tous balayer devant notre porte, je pense. D'ailleurs, dans tous les partis, je pense qu'il y a des éléments très vulgaires et des façons de se comporter qui sont très, très vulgaires. Donc, sur le programme, il va mettre en place tout ce qu'il a dit. J'espère pour les Américains qu'il va vraiment agir et ne pas décevoir. La victoire de Trump, c'est aussi la victoire de paria, on peut dire, du monde des affaires ou du monde médiatique. On pense évidemment à Elon Musk, mais aussi à Tucker Carlson qui s'est fait virer de Fox News, qui a rebondi sur X. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, derrière Trump, quand même, c'est pas aussi la victoire de gens qui avaient tout, qui avaient la célébrité, qui avaient l'argent, qui avaient le pouvoir, etc., et qui ont à un moment dit là, ça va trop loin, il faut réagir.
à ce renouveau un peu conservateur de gens qui étaient vraiment très intégrés pendant des années à l'establishment. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec l'histoire de Rocky. Ce sont des gens, c'est un comeback effectivement de gens qui ont été totalement ostracisés, qui subissent un bashing des médias mainstream, mais qui est incessant. Par exemple, je vois, BFM TV passe son temps à faire des articles anti-Musk, par exemple, alors que, bon, peut-être qu'ils devraient regarder eux-mêmes dans leur groupe certaines choses, voilà. À un moment donné, c'est un petit peu la paille et la poutre. Et effectivement, c'est la victoire de gens qui ont été totalement ostracisés et qui ont tout misé, tout risqué, leur vie, leur carrière, parce que Elon Musk, c'est un entrepreneur. Tucker Carlson, c'était un présentateur de journaliste de Fox News qui était très connu, avec beaucoup de succès. Donald Trump lui-même, enfin, il a 78 ans, il a failli mourir dans 2 tentatives d'assassinat, dont une qui a été vraiment un miracle. Le type a fait fortune 10 fois, a tout perdu 10 fois et s'est relevé 10 fois. Est-ce que vraiment il avait besoin dans sa vie à 78 ans, de mettre toute son énergie pour une histoire personnelle? J'en sais rien, je ne le connais pas personnellement, j'en doute fortement. Je pense qu'à un moment donné dans sa vie, quand on a réussi des choses et qu'on a tout connu, peut-être qu'on a envie de give back. Ça aussi, c'est très américain, la notion de give back, c'est-à-dire de redonner aux autres un peu des chances qu'on a eues soi-même. Il y a une dimension un peu spirituelle aussi dans sa démarche. Il a dit sauver l'Amérique, enfin il est vraiment dans une démarche comment dire, presque de mission. De mission, désintéressement. On a l'impression qu'il fait don de sa personne à la patrie Amérique, quoi. Lui, il a dit qu'il voyait ça comme un signe, en fait, d'avoir été épargné par la balle à vraiment quelques millimètres. Et bon, moi, j'aime pas trop quand les gens commencent à invoquer des missions divines, etc. Ça peut, in fine, nous amener dans des endroits assez dangereux. C'est très américain, la dimension spirituelle. Je crois qu'il prête serment sur la Bible. Alors, c'est sur la Bible, parce que, voilà, mais s'il était d'une autre confession, je pense que ce serait sur un autre livre de la confession en question. Mais effectivement, les États-Unis ne sont pas un pays laïque, donc c'est pas la France. Et encore une fois, il y a une confusion culturelle. On pense, encore une fois, parce qu'on a vu des films toute notre vie américains ou des séries télé, qu'on est que les Américains et les Français, c'est la même chose, mais c'est pas vrai. In God we trust sur les billets. sur les dollars américains. Pour finir, est-ce que vous voyez, le wokisme vient des États-Unis, il a largement imprégné la société européenne, en particulier la société française. Est-ce qu'il y a des enseignements pour vous? Et je le disais en introduction, vous êtes très engagé sur un certain nombre de questions sociétales. Vous avez démarré avec les Gilets jaunes, vous avez poursuivi, approfondi avec le Covid et depuis sur bien d'autres thématiques. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer pour les Français qui, je dirais, résistent à la doxa et au wokisme, par exemple, de cette élection américaine et de la manière dont Trump et ses alliés et ses amis ont procédé, ont travaillé? Alors, je pense qu'un des enseignements, c'est que c'est une défaite totale, encore une fois, pour les médias, les pseudo-experts, toujours les mêmes, qu'on voit sur l'économie, sur la guerre en Ukraine, sur la crise sanitaire. C'est toujours les mêmes, ils sont experts en expertise, mais finalement, ils se trompent surtout. C'est effrayant. Et on les réinvite, et c'est toujours les mêmes. À un moment, est-ce qu'on va apprendre ? Est-ce qu'on peut avoir une méritocratie? La méritocratie, c'est quoi? C'est tu te trompes une fois, on te donne une deuxième chance, mais tu te trompes 10 fois, au bout d'un moment, aller chercher quelqu'un qui peut-être ne se trompera pas. Et donc, si ce sont ces gens-là qui conseillent nos politiciens, on est mal, parce qu'en fait, ils se trompent surtout sur l'économie, sur le budget de la France. On voit que ça a été une catastrophe, sur les simulations, que ce soit les simulations des morts Covid, sur les annonces de sécheresse, il n'a jamais autant plu, etc. Évidemment, il ne faut pas nier, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Je veux dire juste qu'ils nous annoncent toujours des choses
qui sont complètement fausses. Et donc, déjà, un enseignement, c'est peut-être de faire appel à d'autres experts et de médiatiquement traiter les sujets différemment, peut-être de revenir à la charte de Munich, c'est très important, la recherche de la vérité, quoi qu'il en coûte pour le journaliste, et au lieu d'être dans la propagande et dans la manipulation de l'opinion, peut-être être plus dans la recherche de la vérité et le débat d'idées argumentées et pas l'invective. Voilà, peut-être que ça va un peu ça devrait remettre un petit peu les compteurs à zéro et faire réfléchir les gens sur, voilà, on est au bout d'un système. Il faut qu'on change tout là, parce qu'on est has-been complètement. Est-ce qu'il n'y a pas un côté chez Vincent Bolloré, est-ce que ce n'est pas le Elon Musk français, puisqu'il a quand même contribué à déverrouiller le paysage, on ne parle pas des médias alternatifs, mais le paysage des médias mainstream, avec son implication, la création de C8, de CNews à côté de Canal. Est-ce qu'il n'a pas, c'est pas lui qui en France a impulsé un peu cette ouverture et cette liberté d'expression, puisque sur ces chaînes il y a quand même des débats qu'on n'entend pas ailleurs. Est-ce que vous diriez qu'il y a une comparaison, une similitude à faire avec Elon Musk aux États-Unis ? Alors, la similitude avec Elon Musk, je ne sais pas. En plus, moi, je ne connais pas Vincent Bolloré. J'ai travaillé chez TPMP, mais je n'étais pas non plus directement payée par Vincent Bolloré. Souvent, les gens vous font « Oui, mais vous travaillez pour Vincent Bolloré ». Non, je travaillais pour H2O, qui est la boîte de production de TPMP, de Cyril Hanouna. Donc, voilà, moi, je ne le connais pas. Ce qui est vrai, c'est que moi, je suis tout à fait, évidemment, pour que le groupe Canal continue, pour que C8 continue. Je trouve que c'est un scandale et que c'est une décision politique de la part de l'Arcom de vouloir supprimer C8. Et effectivement, ça contribue à une pluralité. Mais je vous dis ça, moi, je ne veux pas voir que des chaînes avec lesquelles je suis d'accord. Moi, j'aime la contradiction. C'est un challenge même de trouver des arguments. Et puis parfois, on évolue ensemble. On fait un pas l'un vers l'autre. C'est ça. On n'a pas besoin d'avoir une pensée unique dans ce pays. Donc moi, je suis pour qu'il y ait des médias qui aient toutes les opinions. Et donc, oui, je trouve que c'est bien que Vincent Bolloré, quelque part, ait fait ce groupe Canal d'une autre façon que les autres chaînes. Mais je dirais la même chose sur les autres, à l'inverse. La différence, c'est que, si on prend le cas de cette campagne américaine, c'est que l'ensemble des chaînes et des radios, quasiment, à quelques exceptions près, des petites radios comme Radio Courtoisie ou des chaînes comme CNews, étaient contre Donald Trump et ont fait campagne contre Donald Trump en expliquant que c'était un has-been, un machiste, Hitler, fasciste, etc. Mais même ça, en fait, même dans votre phrase, comment est-ce possible qu'un média, finalement, prenne ouvertement parti, soit militant pour un candidat à l'élection? Oui, il y a une presse d'opinion, on le sait, mais il y a quand même des informations qui doivent être factuelles et un petit peu de neutralité et de recherche d'informer sans dicter l'opinion et sans... En fait, c'est devenu, toutes ces chaînes sont devenues un petit peu du junk info. C'est de la junk info, c'est du prêt-à-penser. Ils ne veulent pas donner des outils aux gens pour qu'ils aient un argumentaire, de l'esprit critique, etc., pour se faire leur propre opinion. Ils ont envie de leur dire quoi penser de façon déjà préparée. Et ça, c'est très gênant. Et je pense que les gens en ont marre. Et je pense que c'est totalement has-been. Et je pense que ça fatigue. Et après, ces mêmes médias vont se plaindre que les gens ne leur font plus confiance, que les gens vont sur les réseaux sociaux pour s'informer. Mais c'est de leur faute. C'est de leur faute. Ils ont antagonisé les gens, ils ont braqué les gens et ils ont désinformé. Ils crient à la désinformation toute la journée, mais eux-mêmes désinforment. Et donc, je ne sais pas, il faudrait que ce soit un vrai réveil pour tout le monde. Alors, le réveil, chers auditeurs, vous pouvez le trouver sur le podcast de Béatrice Rosen, La vie en Rosen, et sur sa chaîne YouTube. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, c'est très important. Béatrice, merci de cet entretien. À très bientôt pour analyser la suite, peut-être l'investiture de Donald Trump. N'oubliez pas aussi de vous procurer le magazine Omerta, qui était visionnaire,
comme d'habitude, sur la campagne et la victoire de Donald Trump. Il est consacré au retour de Trump, l'Empire contre-attaque, magazine auquel vous avez contribué, chère Béatrice. Chers auditeurs, merci de votre soutien et je vous dis à très bientôt.